Alors aujourd'hui, de quoi on parle, les amis? On va parler d'adaptation de manga et d'anime en jeux vidéo. Et dans une seconde partie, enfin dans un second temps, on va parler de l'inverse, des jeux vidéo qui ont été adaptés en anime. Donc voilà, vaste programme. Oh, bordel de merde. J'ai oublié de vous dire bonne année déjà. Ouais, bonne année. C'est vrai, bonne année. Bonne année, les gars. Et bonne année à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Oui. Et voilà. Et puis, on a promis de vous faire court, hein, parce que en fait, après, il y a quoi, Jérém, d'ailleurs? Ah, ben ce soir, il y a un match très important au NPSG. Et on va se faire massacrer. Bon, je suis évidemment supporter de l'OM, hein, donc voilà, on va se faire massacrer malheureusement, mais bon. Tant qu'ils se respectent. Voilà. En tout cas, quand on parle de l'OM. C'est ça. Et bon, voilà, je vais assister en bon supporter à ce massacre. Voilà. Alors, est-ce qu'en bon supporter, tu vas cracher sur ta télé et lui proférer des insultes? Alors, je laisse ça à Mohamed Eni, quoi. Alors, les adaptations d'animé en jeu et vice-versa. Ouais. Animé, manga ou... Ouais, c'est les deux. Ouais, les deux. Dans tous les cas, dans 99% c'est des plus cas, ou moins lié, oui. Enfin, voilà, ce qui a donné un jeu, ça va s'est passé entre deux par l'animé. C'est ça. Ben bon, on va pas faire une liste exhaustive de tout. Alors non, parce que voilà. Il y en a énormément en fait. Oui, il y en a énormément, donc on va s'attarder. Il y en a des centaines. Enfin, on va même pas s'attarder en fait. On va survoler le sujet. Donc bon, déjà voilà, dans l'ensemble, il y a les grandes franchises. Hein. Bon, en général, ce qui génère du jeu vidéo, c'est des franchises qui marchent, parce que pour que ça se vende, il faut aussi que ce soit populaire. Donc, ce serait couillu quand même, un mec qui arrive qui dit vous voyez le truc là qui marche pas là, personne n'a regardé, viens enfin. Alors on va le voir plus tard, mais c'est arrivé. Enfin il y a un cas particulier, mais on va y venir. Mais ouais, voilà, les grandes franchises, bon, on le sait tous, hein, c'est les jeux qui sont estampillés Dragon Ball, les Naruto, les Canon survivants, les One Piece, les Saint Seiya, les Gundam, les Full Metal Alchemist. Il y a même eu du Samurai Champloo, et je sais pas si vous le saviez, il y avait eu même un jeu Sailor Moon. Enfin, il y en a eu plusieurs au Japon, mais en Europe, il y en a un seul qui est sorti, c'était sur Super Nintendo en 93. C'était un espèce de beat'em all, donc voilà, à la sauce Sailor Moon. Ça ressemble du Streets of Rage, mais avec des nanas en jupe, quoi. Je voulais trop ce jeu quand j'étais petit. En vidéo, ouais. Je voulais non, mais tourner ça, ouais. Je le voulais trop. Ah, pardon, désolé. Ah, c'est le téléphone qui sonne, c'est ça. J'ai mis le en silencieux au cas où. Ouais, pareil. Ben moi aussi en fait, mais c'est une personne qui passe au travers de mon boîte silencieux. Ah merde, d'accord. Ça fait partie de ces gens-là. Je pense savoir qui c'est. Et c'est pour ça qu'ils ont cette sonnerie spéciale. D'accord. Alors pour ces jeux-là, bon, alors, on pourrait poursuivre la liste, hein, tellement il y en a, mais on va pas le faire. Mais ces jeux, pour la grande majorité, c'est du beat'em all et du jeu de combat. Ouais. En tout cas, c'est exploité de cette manière-là. C'est ce qu'il y a de plus facile, j'ai l'impression. Oui, bon, ouais, c'est ça. C'est déjà ce qu'il y a de plus facile, et comme en général, voilà, c'est des mangas ou en tout cas des animes où il y a beaucoup d'action, ben forcément, ben ça dirige un peu vers ça, quoi. Bah, et puis comme tu le disais tout à l'heure, Sailor Moon c'était un Street of Rage avec une skin de Sailor Moon. Je pense que malgré tout il y a pas mal de jeux qui ont emprunté cette recette, en tout cas dans les années 90, ouais. Début 2000. Ouais. Et là c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. C'est encore un peu vrai aujourd'hui, mais voilà, il y a un peu ce côté-là aussi où t'as un jeu générique qui peut accueillir pas mal de reskin pour accueillir une licence, quoi. Bon, après il y a aussi le côté 2D de l'époque, hein, qui favorisait aussi ce style-là. C'était un peu par rapport aux moyens techniques, c'était un peu ce qui découlait naturellement, quoi. Ça me fait penser à je vais faire un peu déjà une première entorse au sujet. Vas-y. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, surtout c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous avez vu Scott Pilgrim versus le. Yes. Ouais. Versus The World. Ouais. Versus The World, ouais, voilà. Et en fait, du coup, en me préparant un peu la chronique, enfin en préparant le podcast, je me dis putain, ce jeu-là, en fait, même si effectivement on parle d'un film,
Parce que l'entendre ce que tu fais, c'est qu'on avait promis tous, hein, on avait tous juré qu'on parlait pas de film. Mais bon voilà, du coup, franchement, et pour le coup, je trouve que ce film est très ludique en fait, hein, très basé sur l'univers des jeux vidéo. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi un hommage véritablement au Street of Rage, parce que le jeu est d'une difficulté monstrueuse, quoi. Et c'est un beat'em all, quoi. Ouais. Et je sais pas si vous avez essayé, mais jouer avec des potes, c'est un vrai kiff. Alors, je vois ce que c'est, mais j'ai pas joué, non. Alors moi, il faut savoir que j'ai joué à plein de beat'em all, mais j'ai toujours tout seul. Sauf depuis récemment, j'ai pu jouer au dernier, c'est le Street of Rage, justement, le 4, là, avec mon fils. Et je suis très content, c'est la première fois que j'ai pu jouer à un beat'em all avec quelqu'un. Même Fighting Force, sur Play 1, tu l'avais pas fait avec un pote ou quoi? Non. Ah putain, c'est dommage, parce que Fighting Force, à l'époque, avec un pote, enfin moi en l'occurrence c'était avec mon frère, ça passait très bien, quoi. Mais alors, ça fait partie un petit peu de mes traits en tant de personnage, c'est je n'ai pas d'amis. Donc voilà. non, mais écoute, je sais pas pourquoi mes potes voulaient jamais jouer à ces jeux-là. D'accord, c'est bizarre. J'avais plein de pauses, au contraire, on les faisait même sur arcade. J'avais d'excellents souvenirs avec mon pote Pascal quand on finissait quand on partait en Angleterre. On était ados, hein, mais on jouait justement aux bornes d'arcade beaucoup plus qu'en France au final. Et on avait fini Knight of the Round, plein de jeux de l'époque qui étaient absolument beaux et magnifiques. Ouais. J'ai le souvenir d'une personne ici présente à qui j'ai proposé une fois, viens on joue à Dragon's Dogma, je me dis ouais bof. Donc il n'a pas une figure de poulpe, donc vous devinez qui c'est, quoi. C'est ça. Donc revenons dans notre sujet. Donc voilà, au niveau du style, c'est bien souvent du beat'em all ou du jeu de combat. Mais voilà, heureusement, il y a quelques jeux qui sortent un peu du lot. Bon, il y en a qui sont, on va dire, qui permettent quelque chose, des concepts différents, de par l'histoire même du manga, ou en tout cas l'histoire qui est contée. Par exemple, les jeux qui sont dérivés de Détective Conan, où c'est des enquêtes, voilà, ça permet justement de changer des jeux de combat, etc. Il y a aussi des jeux comme Olive et Tom, par exemple, le jeu de foot. Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, bien sûr. Alors, je sais pas si vous aviez testé la version qui est sortie cette année de Captain Tsubasa. Ah, non, ça me fait pas mal, effectivement. En parler, mais... Alors moi, j'ai jamais testé. Après... Vas-y. Arc System Works, c'est pas des gens qui font des jeux de foot, normalement. Oui, voilà. Mais après, ils ont fait un travail tellement phénoménal de reproduction sur DBFZ que ça donne envie quand même. C'est ça. Après, moi je suis pas un fan de la franchise, c'est pas un truc qui m'a marqué quand j'étais enfant. Bizarrement, alors que je suis aujourd'hui un gros supporter de foot et enfin de l'OM, et donc je regarde beaucoup de foot, mais petit ça m'intéressait pas. Mais du coup, j'ai pas cette hype sur Olive et Tom, même si le jeu j'ai envie d'y mettre les mains pour un peu ce que ça donne, mais ouais, après, je vois en tout cas que l'habillage est fidèle à l'anime, ça a l'air de ressembler, en tout cas de respecter ce à quoi les fans sont supposés, ceux qui sont supposés attendre. Alors, je sais pas si on en parle pas maintenant, mais pour moi, voilà, Arc System Works, clairement, c'est les rois de l'adaptation d'animé en jeu vidéo. Cyber Connect, ils sont pas mal aussi. Avec ils avaient fait les Naruto, ils avaient fait aussi comment ça s'appelle, ils avaient fait les hacks, mais ils ont fait des BD de Kakarot là, ils ont fait les Jojo aussi. Ouais, ils ont fait, c'est ça, voilà. Ouais, mais tu vois, par exemple, Naruto, Jojo, c'est des jeux de baston, tu les verras pas en tournoi. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il y a un côté, c'est pas des vrais jeux de baston. C'est des jeux de baston, mais à destination des fans de l'anime ou de l'œuvre, quoi. Fans de service. Ouais. Alors, entendons-nous, hein, en tant que fan de service, t'as un jeu de baston avec les héros de ta franchise préférée, c'est très très cool. Voilà. Mais, tu vois, il y a un côté où ça reste quand même il y a un côté où ça atteint pas c'est pas un jeu à part entière en tant que tel, tu vois. Oui. Tu l'enlèves sa licence, le jeu il perd 50% de son intérêt. Bien sûr. Alors que DBFZ,
Ça reste un vrai jeu. C'est probablement le meilleur jeu de combat Dragon Ball qui a été fait jusqu'à ce jour, toute époque, toute console confondue, c'est le meilleur. Je vais reprendre une expression chère à des personnes avec qui je travaille. Il l'encule la concurrence. Excusez-moi, mais on peut, voilà. DBFZ, Dragon Ball Fighter Z, c'est je veux dire, c'est le jeu auquel on n'osait pas croire. C'est le jeu dont on a toujours rêvé. Et quand on nous l'a présenté, moi en tout cas, quand on l'a présenté, je me suis dit non, il y a forcément une couille quelque part. Ça sera pas aussi bien. Et le jeu a dépassé toutes les attentes. On a un vrai arc system, même si bon, il y a des aspects un petit peu décevants par rapport à ce qu'ils fournissaient sur des BlazBlue ou sur des Guilty Gear, où tous les personnages se jouent un petit peu de manière différente, ce qui faisait un petit peu le sel des séries Dark System Works. On n'a pas ça dans le DBFZ. Non. On n'a pas non plus la qualité des histoires qui sont très présentes, qui bénéficient vraiment d'une attention particulière dans les BlazBlue, par exemple. On n'a pas ça dans le DBFZ. L'histoire, elle est nulle à chier. J'ai fait les premiers chapitres, ça m'a saoulé, mais directement, j'ai arrêté. Mais le jeu, en tant que jeu de baston, c'est un vrai jeu sur lequel il y a vraiment des gens qui se fritent. Il y a des leaderboards, il y a des gens qui jouent ça en tournoi. Et c'est un vrai jeu. Ah ouais, c'est sûr. De ce point de vue-là, avec l'aspect compétitif, c'est sûr que il se place très très bien quoi, par rapport aux autres, comme tu dis quoi. Personne va jouer à Dragon Ball Z Kakarot. Non, pas en compète. Ouais, c'est ça. Voilà. Effectivement, moi j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, mais je me rappelle le même pote là du coup dont je parlais, avec qui on faisait justement les beat'em all. Pascal, première chose quand il a entendu parler de jeu, c'est de m'envoyer une vidéo du truc et ouais, je suis allé voir la vidéo, j'ai fait wow. Ah mais le travail de reproduction, il est c'est incroyable. Même il dépasse la qualité du matériau d'origine. Parce que Dragon Ball Z, ça n'a pas toujours été ouf. Tous les épisodes sont pas aussi. Ouais, il y a une grosse inégalité. Ouais, c'est que selon le dessinateur et l'équipe qui faisait l'animation, t'as les épisodes qui sont super et t'as l'épisode d'après, c'est dégueulasse. Et sans parler parfois des doublages français où ils changeaient de doubleur entre temps. Alors c'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrivait, ça faisait vraiment mal au cul, quoi. Non, mais voilà. Et là, pour le coup, le jeu, lui, il a une qualité folle, mais du début à la fin. En plus, c'est un jeu qui est super généreux au niveau de des interactions qu'on a, des interactions secrètes qu'on peut débloquer, qui font super plaisir quand ça t'arrive. Je sais pas, ce jeu, c'est un projet qu'on n'a pas vu arriver. Et quand il a été annoncé, il était déjà bien avancé. C'était trop pour être vrai, quoi. Voilà, on se disait, non, ok, là, ils essaient de nous vendre, ils essaient de nous enfumer. Non, pas du tout, ils ont tenu leurs promesses, le jeu est magnifique, le jeu est jouable, il est parfait. Le bémol, alors le bémol et l'enculerie, c'est quand même sur le nombre de persos jouables et derrière le prix des persos additionnels. Là, franchement, c'est des fils de pute, quoi. Mais bon, après, c'est l'époque qui veut ça, malheureusement. C'est l'époque qui veut ça, avec leur système où tout est payant, quoi. Mais c'est le gros défaut du jeu. Enfin, si on devait donner un défaut au jeu, ça serait ça, quoi. Ce serait sur ce coup-là, il est sur le même plan que tous les autres jeux de baston. Ah oui, ils sont dans la même veine que Street Fighter ou autre, quoi. Hein, voilà, du contenu payant qui. Voilà. C'est même un peu moins une carotte que les BlazBlue, parce que BlazBlue, quand il y a des personnages qui sortent, c'est un nouveau jeu. Ça arrive, il y a des personnages en DLC, mais genre BlazBlue, t'en as un qui sort tous les 6 mois à peu près, j'ai l'impression. Enfin, c'est soit ça alterne, soit c'est un BlazBlue, soit c'est un Guilty Gear. Ouais. Mais si tu regardes ces 5 dernières années, t'en as une dizaine de AE2, quoi. Ouais. C'est assez hallucinant et c'est vraiment super frustrant. Je me souviens que je m'étais mis un petit peu sur les BlazBlue à un moment donné. Et tu joues 6 mois plus tard, les gens sont passés sur la nouvelle version et t'as pas forcément de compatibilité entre les deux, quoi. Tu vois, c'est assez frustrant. Ouais, du coup, pour prendre le sujet, alors tout à l'heure j'ai un peu évoqué Hack, les jeux Hack, de CyberConnect. Alors là, c'est vraiment le cas à part, parce que dès le début, Hack, ça a été pensé cross-platform, c'est-à-dire que c'est parti d'un roman avec derrière des animes, des mangas, des jeux qui étaient sortis sur PS2 à l'époque. Et là, pour le coup, là ils ont vraiment développé tout un axe qui visait vraiment à être sur différents types de médias. Et c'est peut-être le seul que moi en tout cas j'ai trouvé comme ça qui est de cette veine là
Et du coup, où ils se permettent de faire un jeu qui est sous forme de RPG, qui est faussement un MMORPG parce que c'est aussi le scénario de l'histoire. Mais en fait, on est obligé de passer par les autres médias pour avoir l'intégralité du lore, de l'histoire, de l'univers, enfin voilà. Du coup, Jérém, effectivement, on est en plus à une époque où effectivement le mot n'existait presque pas, je pense. Dans un vrai projet transmédia, là, on parlait de cross-média au dernier épisode ou l'épisode d'avant. Là, on est vraiment dans un projet transmédia conçu dès l'origine comme un projet transmédia. C'est ça a commencé au début des années 2000, c'est ça, je crois, en 2001 ou 2002, la première sortie du roman, donc, la sortie d'un premier roman, c'était en 2001, de mémoire. Je vais vous confirmer ça. Ouais, c'était en 2002. En 2002, le roman. Donc, voilà, c'est parti de là, et derrière, ils ont développé tout le reste, quoi. On a vraiment commencé à parler de transmédia, en fait, à la sortie de Pokémon. Oui, c'est vrai. Parce que quand ça arrivait en France, il y avait déjà les deux. Il y avait déjà l'animé et le jeu vidéo. En fait, pour Pokémon, ils ont lancé tout en même temps. C'est que, au début, il y a eu que le jeu. C'est ça, il y a eu Pocket Monster au début au Japon. Et dès qu'ils sont sortis du territoire japonais, ils ont tout lancé en même temps, que ce soit en Europe ou en Amérique. Au Japon, ça s'est fait par... c'est ça. Au Japon, ça s'est fait par étapes, mais en Occident, ça s'est fait. Ils ont tout envoyé d'un coup, les films au ciné, les animes, les mangas, les cartes, j'en passais des meilleurs, quoi. On était vraiment même dans une même logique que à l'époque de justement, c'est marrant parce que effectivement, on va dire l'éditeur qui distribue, qui publie en fait les jeux, c'est Bandai. On est vraiment dans la logique Bandai Namco Games de l'époque, où en fait on te vendait un animé comme Jace et Conquérant de l'univers pour te vendre des figurines, quoi. Oui. Donc c'est la même stratégie. Alors, après, je crois qu'il y a une exception à ça, il me semble que c'est les Tortues Ninja. C'est les jouets qui sont sortis d'abord et l'animé qui est sorti, enfin pas l'animé mais du coup la série animée qui est sortie ensuite. Tortue Ninja, il me semblait que c'était le jeu qui était sorti d'abord. Il me semblait. Non, mais moi j'aurais peut-être dit aussi la série, mais effectivement peut-être que Trashy a raison, effectivement. Ouais. Bon. On laissera les auditeurs décider. Ouais, je fais un petit fact-checking rapide. Allez. Alors, pendant que Jérém fact-check, c'est du côté de ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo entre la différence entre transmédia et cross-média, The Pool? Le cross-média, enfin plutôt le transmédia, donc c'est un projet qui dès l'origine va se déployer sur plusieurs plateformes. Et dont en fait chaque plateforme ou chaque média en fait va apporter une pierre différente à l'édifice. Du coup, comme par exemple sur Fantasy 15. Comme du coup voilà, effectivement comme l'exemple Hack est un très très bon exemple. Il y avait par exemple même des projets transmédia qui liaient aussi des séries télé françaises, pour dire, je sais plus dans quel épisode, je sais plus quelle série j'avais étudié ça, c'était très très intéressant. Et ça a été quelque chose de très très à la mode, on va dire du début des années 2010 au milieu des années 2010. C'est-à-dire tout le monde voulait faire son projet transmédia en bâtant son appli mobile, son jeu vidéo, sa série télé, son site internet, etc. Et en fait, le problème du transmédia, c'est que ça a été casse-gueule financièrement, en fait. Du coup, on avait des très très beaux projets, comme par exemple celui sur la Horde du Contrevent, qui était un vrai projet transmédia. C'est parti vraiment dans tous les sens. Ouais, autour d'une série d'animés, autour d'un jeu vidéo. Il y avait vraiment de très beaux projets derrière. Donc, je crois qu'on en a déjà brièvement parlé. Et mais du coup, effectivement, faute de financement et de licence, on va dire, qui est déjà bien établi, en fait, le projet est casse-gueule par nature. Un projet transmédia, c'est casse-gueule par nature. Donc c'est un petit peu battu en brèche par le concept plutôt d'univers étendu, qui domine aujourd'hui, on va dire, ce type de projet-là, pluriplateforme. Et effectivement, on va plutôt partir d'un univers qui a bien marché. Voilà, du coup, c'est un peu le sujet soir, c'est-à-dire du coup ça part du jeu vidéo, du coup on va adapter ça à toutes les sauces, en manga, en animé, ça part de l'animé ou d'un manga, du coup ça va développer en animé, en film, en jeu vidéo, en jouet,
etc. Tandis que le cross-média, du coup, c'est plus une pratique de communication, on va dire, autour d'une campagne de communication. C'est-à-dire, à un moment donné, à un instant T, on va utiliser plusieurs médias pour parler de la même chose. Voilà, c'est plus en termes de com, en fait. Ouais. Alors, est-ce que je peux me permettre une pique personnelle ou pas? Oui, je t'en prie. Il y a un TEDx, je crois que c'est TEDx genre Aix-en-Provence ou une connerie comme ça, avec Hervé Trouillet de Forge, le studio qui devait s'occuper de tout l'univers de l'Ordre du Contrevent, et qui est tristement drôle en fait avec le recul, parce que c'est un truc où en gros il te présente pendant 20 minutes, il se présente en disant bah voilà, en gros je suis un branleur, mais et du coup personne voulait me donner d'argent, mais il y a des gens qui m'ont donné d'argent et maintenant je lance des projets de ouf. Sauf que, genre, quelques mois après la publication de cette vidéo, le studio s'est écroulé, quoi. Il y a eu plusieurs mois qui ont suivi ça de près, hein. C'est-à-dire que du coup, à l'époque, j'étais, de par mon stage, tout simplement, à l'université, j'étais pas loin de ce projet-là, en fait. Du coup, et effectivement, sans en dévoiler, parce que c'est des informations pas forcément que tout le monde. Il y a eu un problème, effectivement, je pense, interne à la société pour gérer, en fait, aussi l'ampleur du projet, en fait. Ouais, effectivement, je pense que c'était pas forcément équipé en termes de personnel ou de moyens pour gérer un projet aussi monstrueux, en fait. C'était fou ce qu'ils avaient lancé. Les concepts d'Alain Damasio, juste avant que ça se casse la figure définitivement parce qu'ils avaient abandonné le projet de jeu. Ouais. Il y a eu une masterclass avec Alain Damasio qui était absolument passionnante. C'est à l'époque du coup où je faisais mon stage, j'en ai déjà parlé. Et effectivement, le travail qu'ils ont abattu en termes de créa et de prod, c'était à tomber, quoi. C'était à tomber, véritablement. Mais le problème, c'est que aussi nombreux sont les lecteurs d'Alain Damasio, il n'y avait pas assez de on va dire de résonance en fait en dehors de la sphère littéraire en fait. C'est-à-dire que ça aurait été un projet qui aurait débuté justement par de l'audiovisuel ou justement du jeu vidéo, je pense que ça aurait simplement par un projet en fait, peut-être qu'il aurait fallu lancer. À la base, le projet c'était véritablement plutôt le jeu ou la série, je sais plus lequel a commencé. Et mais dans les deux cas en fait c'était un financement qui était monstrueux en fait. C'est-à-dire que pour faire 1 minute d'animation, ça coûte un pognon de dingue. Ah oui. Comme la Sécu et les aides sociales et tout ça. Ouais, voilà. comme Jupiter, hein, il coûte un pognon de dingue lui aussi. Et du coup, c'était un petit peu ambitieux. Je pense qu'il y avait des personnes clés en termes de créa. Pour le coup, après, effectivement, je pense qu'en termes de communication, c'est là où les personnes qui géraient ça à l'époque au niveau de la communication se sont un peu vraiment manquées. Voilà, effectivement, pour reprendre un peu l'exemple que tu donnes, quoi. Alors mes amis, je vais devoir vous couper dans ce sujet très passionnant. D'ailleurs, juste pour rebondir, mais très rapidement sur la Horde du Contrevent, j'ai repris le roman là où je m'y étais arrêté il y a quelques mois parce que je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à le lire, ce roman dépassait une centaine de pages. J'en avais parlé avec Ultra Chili, qui m'a dit que lui aussi il avait trouvé à un moment pareil, il avait eu du mal à un moment à continuer à poursuivre l'histoire. Et ben là, je me suis un peu forcé et là en fait je suis au combat de Erg contre l'assassin du vent là. Et putain, ce passage il est énorme quoi. Et en fait du coup je suis à fond quoi à nouveau dans le truc. Et, c'est monstrueux. Ouais, mais voilà l'entre-deux entre on va dire la première bataille contre le vent qui est comptée sur je sais plus 70 pages, je sais plus combien exactement, et ce moment là je trouve que c'est un peu long là ce qui se passe là dans le bateau, enfin pas dans le bateau mais enfin oui c'est ça, c'est l'espèce de bateau là qui ride sur le vent. Avec Caracol qui fait la présentation de toute la horde et tout, ça j'ai trouvé ça un peu long et c'est ça qui m'a fait un peu décrocher. Il a beaucoup de passages très longs en fait. avec Sauve aussi, mais bon surtout avec Caracol là ça m'avait un peu et bon voilà, là j'ai repris et je pense que je devrais aller au bout quoi cette fois-ci, j'espère. Ouais, c'est cool.
Et du coup, alors pour les Tortues Ninja, écoutez, mes amis, nous ayons tous les trois tort. Ça me rappelle un peu ma blague des médecins que je peux raconter à la fin, si vous voulez d'ailleurs. Et donc c'est tous les trois trompés. Non, c'est les Tortues Ninja, c'est un comics à la base. Oui, je suis allé chercher avant toi en fait tout à l'heure. Et entre deux phrases, donc du coup ça s'est pas trop entendu, mais effectivement, ouais, c'est bien un comics. Comme on est des losers, quoi. Voilà, tu achètes toujours ça? Après, je vous ai laissé parler, j'ai trouvé rapidement la réponse, mais bon, vous étiez parti, donc j'allais pas vous couper, quoi. Enfin, si je peux me permettre de donner mon avis sur le transmédia un petit peu. Vas-y, rebondissons sur le truc. Je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de financement et de gestion qui pose problème. Je pense qu'aussi c'est un peu saoulant en fait en tant que consommateur. Par exemple, si tu veux suivre toute l'histoire de The Walking Dead, t'as 2 séries, t'as des films qui sont prévus, t'as une autre série qui est prévue encore. Si tu veux, en fait non voilà, moi ce qui m'a saoulé par exemple dans Final Fantasy XV, il y a un moment dans le jeu où il se passe un truc et là en gros on te dit si tu veux savoir ce qui s'est passé, mate le film. Enfin, je sais pas si on te le dit explicitement, mais en gros, moi j'ai maté le film avant. Et, c'est juste je crois qu'on peut le dire parce que le jeu maintenant il a quelques années et puis plus personne n'y jouera parce que c'est pas forcément le Final Fantasy auquel on a envie de rejouer. Enfin, s'il y en a un à faire, c'est pas forcément celui-là. Même si il est pas mal. Il y a le père du personnage principal qui meurt à un moment donné. Et c'est un moment super important parce que son père c'est genre le roi. Et le truc c'est que il l'apprend dans le journal. Enfin genre il est là, il part en voyage avec ses potes pour aller rencontrer, je crois, sa future femme, un truc comme ça. Ouais. Je me souviens bien. Et le lendemain il se réveille et puis il voit dans le journal en fait le roi est mort. Et ok, on repart sur la route. Et en fait, si tu veux savoir exactement ce qui s'est passé, t'as un film de 2 heures qui est sorti à côté et qui se place juste à ce moment-là, en fait, qui se place juste entre le moment où le héros part et le moment où le père meurt, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est relou en fait. Quand c'est dans cette échelle-là, je trouve qu'encore ça passe. Mais quand tu vois par exemple ce que fait Ankama en termes de qualité et de quantité, c'est énorme ce qu'ils font, c'est du super boulot. Mais moi qui suis par exemple un gros fan de la série Wakfu et de l'univers qu'il y a derrière, qui découle directement de Dofus, moi ça me frustre. Parce que j'ai pas envie de jouer à Dofus pour avoir une partie de l'univers. Ils font plein de comics et de BD. J'ai envie de les lire, mais bon... voilà, il faut quand même investir pas mal, tu vois, voilà, si tu veux parler de truc. En temps, en fait. C'est ça, en temps, et bon, même financièrement, on pense après, voilà, un jeu, des BD, des animes, parce qu'il y a aussi des dessins animés qui sortent, des choses, enfin, à la fin, ça fait un budget, quoi, donc... Mais c'est si bien que ça, Wakfu ? Moi, la série, c'est un truc que je recommande, mais à fond, quoi. C'est plein de références. Ça paraît enfantin en apparence, mais il y a une double lecture qui est marrante. Et la saison 1 est peut-être on va dire celle où il essaye un peu de trouver le juste équilibre entre humour, sérieux et tout ça. Mais après, à partir de la saison 2, 3 et 4 de mémoire, si je dis pas de bêtises, la série vraiment, elle est super, quoi. Donc moi, Wakfu, c'est une série que je recommande à fond, quoi. Moi, j'adore. Petit erratum, en fait il y a uniquement 3 saisons de Wakfu et il y avait une espèce de, c'est pas au moins une saison, mais en tout cas il y avait 3 OAV qui étaient compilés ensemble et qui au niveau de l'histoire se situaient entre la saison 2 et la saison 3, d'où mon hésitation sur le nombre de saisons. Donc je le confirme, il y a bien 3 saisons. Néanmoins il y a une saison 4 qui est prévue. D'ailleurs Ankama a lancé un projet, un Kickstarter il y a quelques mois pour financer cela et en tout cas en partie. Vous pouvez trouver plus d'infos à ce sujet en allant sur Google. Mais voilà, moi je vous le dis une fois de plus, cette série, je vous la conseille très très chaudement. C'est super, vous y perdrez pas votre temps et vous le regretterez pas. Ok.
Pour conclure un petit peu sur ce sujet, pour revenir un petit peu après sur notre mise au point du jour, effectivement, Ultra Chill l'a très bien dit, c'est-à-dire que en fait, ce qui a fait en fait l'échec des projets transmédia, c'est cette idée que pour avoir l'intégralité de la narration, il fallait passer par plusieurs plateformes. Et en fait, effectivement, en tant que consommateur, même fan d'un univers quelconque, en fait, on n'a ni le temps, ni l'argent, ni l'attention en fait qui nous permet de véritablement kiffer cette idée-là. Et c'est pourquoi en fait ça a été plus ou moins progressivement remplacé, enfin selon moi, par la question véritablement des univers détendus dont Star Wars était l'un des précurseurs. Ouais. Et en fait, où en fait on te raconte un espèce de monde d'univers gigantesque où plusieurs histoires, plusieurs types de médias, peuvent se déployer sans forcément que les uns et les autres soient entrelacés autrement que par des clins d'œil, des easter eggs ou autre chose, quoi. Voilà, si tu veux aller plus loin, c'est une possibilité, mais c'est pas un prérequis. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a fait en fait qu'on n'a pas plus vraiment de projet transmédia, enfin à ma connaissance. Après, je sais que je me suis un petit peu. Après, il y en a encore. Hein, je veux dire, t'as des trucs comme t'as Yokai Watch par exemple, le successeur spirituel de Pokémon qui a pas aussi bien marché que Pokémon, hein, mais qui est sorti directement en animé, en jeu vidéo. Je pense qu'il y a dû avoir des mangas aussi. Enfin, tu vois, il reste encore des trucs qui sont lancés dans cette optique-là. Simplement, bon, après, on n'entend peut-être pas. Il y a peut-être moins de buzz autour parce que aujourd'hui c'est devenu une pratique un peu courante et puis ça touche principalement le public qui est touché par les produits, quoi. On n'en parle plus voilà, c'est plus une particularité dont on entend parler, même si on n'est pas fan de l'univers. Avant c'était un truc, quand il y avait un projet transmédia, même s'il était un peu, c'était un truc dont tu n'avais jamais entendu parler, tu entendais parler du projet parce qu'il était transmédia. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus forcément un intérêt en soi, quoi. Alors, si vous voulez bien, on pourrait revenir à la mise au point du coup du jour qui parlait. J'ai essayé, tu vois, j'ai passé sur les kawaii. Non, c'était très bien. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de transmédia à l'avenir parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus que on peut pas résumer ça sur 10 minutes ou un quart d'heure, donc peut-être revenir sur le sujet. En fait, moi là, j'arrive un peu à la conclusion de ma partie entre guillemets, quoi, des animes ou des mangas adaptés en jeu. C'est qu'en fait, au final, c'est mis à part sur Hack qui est un peu le cas particulier, ça permet rarement en fait de développer plus l'histoire ou l'univers. Enfin, en tout cas, il y a parfois des cas où ils essayent de le faire, de développer des nouveaux persos ou des nouveaux axes, mais c'est pas canon et même bien souvent c'est moins intéressant que l'histoire. C'est le méchant de Zelda, c'est ça? Hein? C'est le méchant de Zelda canon. Ouais, c'est pas trop. Faut que ce soit pas trop pro-Trump non plus. C'est ça. mais voilà, bien. Mais bien souvent, voilà, en plus, c'est moins intéressant que l'histoire de l'œuvre elle-même, donc on a du mal vraiment à rentrer dedans. Même quelquefois c'est chiant en fait. Oui. Moi, je joue à Attack on Titan sur le 2 sur PS4. Ouais. Parce que j'ai vraiment surkiffé la série que j'avais commencé à regarder il y a des années et puis j'avais laissé tomber entre-temps, j'ai regardé à nouveau avec mon fils. Et du coup je me suis commandé le jeu là parce que il est plus très cher maintenant. Et je savais que ce serait pas un jeu extraordinaire, tu vois, quand j'ai acheté. Finalement il est très très fun, mais c'est le genre de jeu, tu vois, tu joues une soirée et puis après tu le laisses tomber pendant une semaine et puis tu y rejoues après et tu prends du plaisir quand tu joues 2-3 heures et c'est voilà quoi. Ouais. Mais par contre, il y a toute la partie histoire en fait qui me saoule parce que je la connais l'histoire. Je m'en fous. Oui. Tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est tuer des titans en fait. Oui. Tu veux les fracasser quoi. Voilà. Voilà, je m'en bats complètement les couilles en fait de l'histoire elle-même. Surtout qu'en plus, j'ai pas compris parce que c'est le 2. Alors, j'ai pas joué au 1, mais je me dis, en fait, en gros, si j'ai bien compris, le 1 il suit l'histoire du point de vue d'Eren. Et le 2 en fait il suit la même histoire mais du point de vue d'un personnage qui n'existe pas, en fait c'est son personnage quoi. C'est lourd quoi. Ouais,
Enfin voilà, pourtant vous me connaissez, je suis pas du genre à reculer dans les jeux qui sont un peu bavards, voilà. Mais là pour le coup, ça me saoule en fait. Même c'est pas si présent que ça, mais c'est trop présent pour moi. Alors après, par contre, voilà, les moments où t'as ton outil de manœuvre tridimensionnelle, tu passes entre les arbres, là, entre les maisons et tout ça, tu tues des titans, très bien. J'en parle vite fait parce que bah voilà, là je l'ai sous la main il y a pas longtemps. Le gameplay, c'est un truc, c'est répétitif au possible, hein, tu fais tout le temps la même chose. T'as deux modes, t'as le mode assisté qui pose zéro challenge, et t'as le mode non assisté qui est super brouillon et bordélique, mais qui est peut-être le plus fun du coup, parce que bah tu vois pas exactement ce que tu fais. Du coup tu ressens la pression qu'un chasseur de titans, quoi. D'accord. Et voilà. Honnêtement, pour les fans de la série, moi je recommande, parce que ne serait-ce que d'y passer une petite session de temps en temps comme ça par-ci par-là, c'est assez sympa. Ouais. Après c'est pas un jeu que je vais poncer, que je vais platiner, quoi. Ouais. Est-ce que, vite fait, je peux parler d'un jeu qui sert à rien? Est-ce qu'on peut en parler pendant ramène le jeu? Est-ce que c'est possible? Non. Parce que non, parce que c'est pas le jeu que je vais ramener. Ouais. Non, c'est juste, c'est parce que c'est une adaptation d'animé. Et en fait, c'est un jeu qui s'appelle Punchline. C'est l'adaptation d'un animé du même nom, Punchline. Ça raconte l'histoire d'un mec qui se fait voler son corps, qui se retrouve enfermé dans une maison où vivent plusieurs jeunes filles. Et il y a un fantôme de chat qui l'aide. Et en gros, il doit interagir avec les objets de la maison pour essayer de récupérer son corps. Et si jamais il voit une petite culotte, il meurt. Et non seulement il meurt, mais en fait, il explose et la terre explose avec lui. Donc sur le concept, tu vois, sur le principe, je me dis cool. C'est marrant. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu pourri parce que j'ai l'impression, alors j'ai pas vu l'animé, mais c'est entrecoupé de plein de scènes d'animé en fait. Et j'ai l'impression que c'est en fait tout simplement des épisodes où entre deux t'as un petit peu de gameplay, mais c'est un gameplay qui est pas forcément super intéressant. C'est-à-dire que t'es dans une pièce et t'as 5 objets avec lesquels tu peux interagir. T'as un ventilateur, t'as une craie, et, je sais pas, une bouteille, enfin des conneries comme ça. Et tu dois faire tomber un personnage pour qu'il se rende compte qu'il y a un truc qui est caché sous la table, j'en sais rien. Et tu sais que voilà, tu mets la bouteille en dessous de ses pieds, il tombe et puis elle voit le truc en dessous de la table, quoi. Et si tu mets le ventilateur, par contre, ça soulève sa jupe, tu vois sa culotte explose. Et j'ai joué assez longtemps à ce jeu, en fait, je suis arrivé à peu près à la moitié, je crois. Et je pensais que ça se développerait, parce qu'à un moment donné, on te donne un petit peu plus d'interaction, et je pensais que ça se développerait, mais en fait, non, ça reste très limité, très longtemps, ce qui fait qu'en gros, tu te retrouves à jouer vite fait pour répondre un petit peu à l'énigme qui est pas ouf, et tu vois des morceaux d'animé. Alors l'intérêt du jeu, c'est qu'a priori il a une fin différente de l'animé de l'animé animé, quoi. Mais je sais pas si je finirai un jour ce jeu, donc je peux pas vous confirmer. Voilà. Mais tout ça pour dire que, je pense qu'il y a des jeux comme ça qui servent vraiment à rien, en fait. J'ai une petite question. Donc il vient de l'animé d'abord ou Ouais, c'est d'abord un animé, ouais. Mais c'est genre pareil, c'est un jeu qui est sorti, l'animé est sorti et un an plus tard t'as le jeu qui est sorti, quoi. Ok. Mais ça fait des années que j'ai ce jeu, ça fait genre 2-3 ans que j'ai ce jeu. Et de temps en temps j'y reviens, mais en fait je n'ai jamais trouvé la motivation d'aller plus loin que de faire un chapitre tous les 6 mois, quoi. Ok. Voilà. Et toi du coup The Pulp, ça fait grave de ma part, tu voulais nous parler un peu de l'inverse en fait. Donc... Ouais, et en fait j'ai juste une question vite fait. Est-ce qu'il y a une adaptation d'animé que vous aimeriez voir en jeu vidéo qui n'existe pas? Là comme ça, alors j'ai pas vérifié si ça existait, mais je pense pas, mais j'aimerais bien un jeu Vision d'Escaflowne maintenant, genre un beau jeu PS4 Vision d'Escaflowne, ou la guerre de Lodos. La guerre de Lodos, je me souviens qu'il y en avait eu à l'époque, mais Vision d'Escaflowne j'avais pas le souvenir. Mais ouais, un beau jeu, la Vision d'Escaflowne ou les guerres de Lodos, ça me plairait bien, quoi. Ça pourrait être pas mal, ouais. Cool, moi, ça serait plutôt l'inverse, hein, du coup, la partie un petit peu dont je vais rapidement parler, serait plutôt de voir Nier Automata en animé. Pourquoi pas. Ouais. Moi, ce serait un jeu Evangelion. Oui, aussi. Il y en a eu, hein. Il y a eu des mais voilà, pareil, un vrai jeu. Maintenant, tu vois, là, c'est ça. Sur PS4, PS5. Ça pourrait être un méca. Que je rêverais de voir en jeu vidéo, mais ça sera un autre sujet, ça. Okay. Du coup, pour les animés qui viennent d'un jeu vidéo, c'est presque aussi courant, surtout au Japon en fait. Effectivement, c'est un peu les spécialistes. Et comme je le disais tout à l'heure à Jérém, j'aurais pu regarder plein d'animés, de plein de jeux auxquels j'ai joué, et en fait non, j'ai préféré regarder Fairy Tail. Et je vais quand même parler au moins de quelques exceptions qui ont parcouru ma vie de
cinéphile gamer. Du coup, le premier auquel j'ai pensé... On peut contracter ça en ciné-gay. Un petit peu à la japonaise. C'est Persona 3. Du coup, j'ai vu le premier film qui a été fait après avoir fait le jeu vidéo. C'est aussi le jeu avec lequel j'ai découvert la série. Et en fait, je me retrouve un peu dans le même constat. C'est-à-dire que du coup, revoir la même histoire, c'est sympa. Tu es content de voir les personnages, de revoir l'intrigue, les voir bouger, s'animer. Tu les as un petit peu déjà dans les jeux vidéo, donc tu as l'impression de voir un peu ton jeu s'animer. Et franchement, ça apporte pas grand-chose à choucroute. Et l'impression que j'en ai eue, et que c'est peut-être souvent la tendance, c'est que du coup, on a une espèce de semi-copier-coller du jeu vidéo sous format de série animée, quoi. C'est un peu la critique qu'il y a eu sur Persona 5, la série là, récemment, ça sert à rien en fait. Et d'ailleurs, voilà, j'en parlais très très brièvement dans le Ramène le jeu. Mais voilà, du coup, je me suis plutôt intéressé à des choses, des moments en fait de ma vie de cinéphile, on va dire, où quand j'ai vu FF7 Advent Children, qui était pour moi une vraie extension de l'univers au sens propre du jeu vidéo, quoi, et qui est plutôt une réussite, le petit épisode Last Order, quoi. Donc oui, après on a cité Pokémon, du coup, parce que effectivement c'est le jeu qui a précédé Ouais. tout ça. Et après il y a toute une flopée, et je dirais à l'inverse, il y a quelques jeux de combat qui ont été adaptés en animé, mais c'est surtout les jeux de rôle, effectivement, pour leur dimension narrative, qui ont été adaptés plutôt en film ou en dessin animé. C'est par exemple Dragon Quest, j'ai appris ça aussi, Chrono Trigger aussi. Ah ouais. D'accord. Ouais, j'étais assez étonné. Des jeux dont tu as parlé de combat là cette fois, Street Fighter, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Alors, Street Fighter, c'était une série américaine, je crois. Oui, effectivement. Où tu as DJA, Fire Emblem, donc voilà, on est vraiment dans des gros Star Ocean aussi. Ouais, des gros RPG. Après, il y a eu des trucs aussi complètement pétés, genre Bomberman. Oui, aussi Bomberman, effectivement, j'ai appris ça, je n'étais pas au courant. Sonic qui a eu un succès phénoménal en série, mine de rien, ils ont fait plusieur séries de Sonic, enfin, c'est incroyable, je comprends pas. Et après, parce que c'est pas le jeu qui a le lore le plus développé quand même. Je te laisserai parler des visual novels parce que du coup c'est un domaine que je ne maîtrise pas vraiment. Et pour me consacrer assez rapidement, parce que le temps file et le match de l'OM approche, j'ai parlé de deux petites choses. La première, c'est effectivement d'aller revoir quelques épisodes du Joueur du Grenier sur les films, sur les animations, pour complètement dans le sujet, on va dire, les hors-séries animées. Et je me suis rematé notamment Legend of Zelda, Princesse Zelda en français, où en fait Link il essaie de se faire Zelda à chaque épisode. C'est complètement dans le thème, c'est exactement ça, Zelda. Ouais. Et aussi la série dont tu parlais, donc Street Fighter, qui était un peu naze quand même, et du coup les joueurs s'en moquent allègrement. J'ai souvenir d'un film qui était beaucoup plus réussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Le film Street Fighter The Movie? Ouais. Non, pas le film. Avec Jean-Claude Van Damme? L'animation, hein. Oui, qui était un petit peu plus. Ouais. Il était pas mal. Parce que, alors, on est d'accord que Street Fighter The Movie, la seule bonne chose qui est arrivée avec ce film, c'est que Raul Julia, le pauvre, il est mort 2 mois avant la sortie, il a jamais eu l'occasion de voir la merde que c'était. Bon, l'autre point positif, c'est Kylie Minogue. Oui. Voilà. C'était chouette. Il a plein de qualités. Et l'autre hommage que je voulais faire à un autre youtubeur célèbre dont j'ai déjà parlé donc dans la série Crost et Chroma. Donc, du coup, c'est plutôt dans Crost où il a fait un film qui m'a marqué. Pour le coup, c'est pas vraiment adapté d'un jeu vidéo proprement dit. C'est un des premiers films photoréalistes, c'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Oui, il était pas mal, lui. Et franchement, je trouve que c'est une pure merveille pour l'admirateur de la saga, déjà, qui est au moment de sa sortie. Et on est un vrai film de cinéma qui adapte pas forcément les codes véritablement, parce que ça a surpris beaucoup les. Ouais,
à l'époque. C'était assez contemporain. Enfin, c'était plus proche de ce qu'on peut avoir dans les univers de Final Fantasy 7 et Final Fantasy 15. Enfin, des trucs qui ressemblent plus à un monde futuriste, quoi. Ouais. Si je me souviens bien. Mais il y avait plein de clins d'œil, de métaphores en fait autour du jeu qui étaient très intéressantes. Et je terminerai rapidement sur une adaptation cette fois plutôt américaine avec Warcraft, tout simplement, qui est pour moi une réussite aussi. Voilà, parlons des réussites, et pas que des bouses. Sans véritablement aller très très loin dans l'univers, ça. Et c'est un petit peu la question du coup qu'on peut se poser, c'est-à-dire en quoi effectivement adapter dans ce sens-là, en tout cas un gameplay en jeu vidéo, est-ce que c'est pertinent en dehors d'un jeu de rôle, quoi. Tu dis en film? Ouais, en film ou en série. Ouais. Mais surtout, en fait, voilà, moi, un truc qui a un lore aussi riche que Warcraft, par exemple, c'est une série de jeux, en parlant des Warcraft, du World of Warcraft, etc. C'est un truc qui est super riche, qu'ils ont rien inventé, ils ont pompé ça sur Warhammer, mais mais je veux dire, je comprends en fait, tu vois, je comprends qu'on puisse en faire des œuvres dérivées parce que y a de la matière pour faire ça. Mais dans les jeux de baston, par exemple, tu vois, pourquoi faire un truc Street Fighter, c'est un des jeux de baston qui a le moins de, il y a rien en fait, il y a pas de matière. Oui. C'est juste des mecs qui sont de différents pays, ils se battent. Ouais, c'est marquant. Tu vois, Mortal Kombat encore, Mortal Kombat, t'as les persos, ils ont un petit peu plus de background. D'entrée de jeu en fait, déjà ne serait-ce que par leur aspect en fait, t'as envie d'en savoir plus sur Scorpion, sur Sub-Zero, etc. T'as envie de savoir comment ils sont devenus comme ça. Street Fighter, Ryu c'est un mec qui a appris le karaté et puis d'un seul coup un jour il a fait un kameha, quoi. Enfin tu vois, ça va pas plus loin que ça en fait. L'histoire elle est inscrite dans le design du personnage, en fait, il y a pas besoin d'en savoir plus. Et du coup voilà, je comprends pas forcément l'intérêt de pas. Il y a eu une animation, il y a eu une série Virtua Fighter. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de l'histoire de Virtua Fighter? Non, absolument pas. Je veux dire, ils avaient même pas de visage, les mecs. Virtua Fighter, c'était une démo technique. Tu vois, enfin, il y a pas. Qu'est-ce qu'on en a? Tu vois, Tekken, par exemple, Tekken, c'est une série qui a un lore phénoménal, qui se développe, enfin, qui part en couille sur les derniers épisodes, mais en tout cas au niveau de Tekken 3 par exemple, il y avait toute une histoire qui était importante, qui est importante dans le jeu en fait. Et je comprends qu'on ait envie de le développer ça, mais faut pas prendre n'importe quel jeu en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, les visual novels, du coup, effectivement, j'ai pensé à celui dont on parlait la dernière fois. Psycho-Pass. Ouais, mais du coup, ouais, effectivement, il y en a une flopée, et là, tu dois. Ah oui, il y en a plein. Alors, moi, en fait, j'ai acheté Psycho-Pass Momentary Happiness il y a genre 5 ans. J'ai joué 10 minutes, et puis j'ai fait, ouais, bon, ok, j'ai d'autres jeux, en fait. Et à chaque fois que je vais au Leclerc Culture, je vois qu'ils ont la boîte collector qui prend la poussière depuis 2015, là. Et à chaque fois, je suis tenté de l'acheter parce que elle est belle, la boîte. Et je pense qu'il y a des goodies dedans, en fait, parce qu'elle est grosse, elle est vraiment énorme, cette boîte. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais non, attends, je vais aller chez moi le jeu. Je vais tester, je vais voir si c'est bien. Et si c'est bien, j'achèterai. Et je sais que le jour où je vais m'y mettre, en fait, je vais me dire, ah ouais, non, c'est bien. Et j'irai à Leclerc Culture. Et là, ils l'auront vendue. Parce qu'ils en ont une. Ils en ont une. Elle est perdue dans le rayon. En fait, c'est une boîte qui dépasse parce elle fait genre 5 fois la taille d'une boîte normale. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Et ouais, enfin voilà, j'ai pas joué plus que ça. Alors, il paraît que le jeu comme l'animé sont très bons. Ouais. D'ailleurs, j'ai un collègue qui est pas du tout branché animé. Du coup, Jérém voit de qui je parle, j'imagine. Oui. Parce qu'on a 2 collègues avec qui on partage l'essentiel de notre temps. Et il y en a un qui est très très branché animé et l'autre pas du tout. Et en fait, il est tombé sur Psycho-Pass, la série, par hasard, et il a kiffé, il a surkiffé. Donc, je pense que si ça lui a parlé à lui, ça doit être très très bon. C'est une très très bonne série, hein. Animé, c'est vraiment un très très bon animé. Je suis allé jusqu'au bout et il est très très intéressant d'un point de vue psychologique. L'action elle est intéressante, les personnages sont fouillés et je pense que le jeu reprend un peu cette idée-là. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de faire d'abord l'animé avant de faire le jeu. Enfin, de regarder l'animé avant de faire le jeu. Ah ouais? Ouais. Même si moi, comme toi, hein, j'ai pas dépassé 10 minutes. Mais c'est plus au genre visual novel en fait. Du coup, je préfère lire un roman en général. Mais après, voilà, par exemple, si on prend Steins Gate,
C'est un jeu qui a été adapté. Bon, il y a eu une série, il y a eu des films. Je sais plus, il y en a eu un ou plusieurs. En fait, c'est un jeu qui a été adapté dans tous les sens. Ce jeu, c'est un phénomène. D'ailleurs, je le recommande très chaudement. Et il fait partie d'une série qui s'appelle la Science Adventure Series, dans lequel tu as des jeux comme Robotic Notes, Chaos Child, Chaos Head, etc. Occultic 9, etc. Je sais plus si Occultic 9 est dedans. Enfin bref, mais t'as plusieurs jeux. Et en fait, cette série de jeux, elle a été adaptée dans tous les sens. Je crois qu'il y en a 4 qui ont été adaptés en animé. Il y a eu des longs métrages, il y a eu des mangas, il y a eu des light novels, il y a eu des audiodramas et il y a même eu une pièce de théâtre Steins Gate. Et il y a eu plein de spin-off en jeux vidéo, donc des visual novels qui parlent d'aventures que les personnages auraient dans d'autres circonstances. Et du coup, ouais, ça a été adapté dans tous les sens. Moi, j'ai vraiment, je vous parle souvent de mon top 10, de mon top 5, de mon top 3. S'il y avait mon top 1, c'est Steins Gate. Mon jeu, s'il y avait un jeu que je devais emporter avec moi dans ma tombe un jour, si je mourais, mais ça ne m'arrivera pas, ce serait Steins Gate. Et du coup, j'ai un peu de mal à recommander la série, à part à des gens qui voudraient vraiment pas jouer au jeu. Parce que la série, elle est pas mal. Mais on perd complètement en fait l'intérêt en fait, ça raconte une histoire, c'est une histoire de voyage dans le temps, d'un héros qui peut revenir sur ses erreurs et venir les corriger, ce qui fait que le jeu vidéo en fait c'est le média parfait pour cette histoire, pour raconter cette histoire, pour avoir ne serait-ce que voilà, on n'a pas une narration qui est linéaire, c'est-à-dire que c'est le joueur qui va pouvoir, même si ça reste un visual novel donc ça reste fatalement assez linéaire, mais on a quand même cet aspect où on peut revenir en arrière, changer les choses et voir ce qui se passe si on se trompe ou si on fait telle ou telle action à la place d'une autre. Et c'est quelque chose qui amène énormément de poids dans les décisions qu'on prend dans le jeu, qu'on retrouve pas forcément dans la série. Dans la série, en fait, en gros, on a le scénario idéal qui se passe, si je me souviens bien. Je l'ai vu un petit moment déjà. Et du coup, on a Steins Gate, on a l'histoire, mais on n'a pas vraiment, on l'a pas vécu, parce que mine de rien, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec ça, qui vont me dire un visual novel c'est pas vraiment un jeu parce qu'on fait que lire et on prend de temps en temps des décisions, mais pour le coup quand on joue à Steins Gate on vit l'histoire des personnages, parce que le principe du visual novel c'est aussi de te bombarder d'une densité de texte phénoménale. Tu vas lire des tas de choses du genre, on va pas te raconter juste l'essentiel, on va pas te dire bon et là on est parti faire ce truc super important pour la mission, on va te dire et là je me suis posé, il faisait un petit peu chaud, j'ai pris un Dr Pepper et tu vis l'histoire avec tes personnages, vraiment tu suis leur quotidien. C'est des choses que tu peux pas mettre dans une série parce que c'est beaucoup de gens qui se parlent, qui ont des dialogues qui sont pas forcément super pertinents pour faire avancer l'histoire, même si ça participe au développement des personnages, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une série en fait. C'est quelque chose que tu peux avoir que dans un jeu où le joueur va décider de prendre le temps de lire tout ce qui se passe et d'en apprendre plus. Et du coup, pour moi, c'est la meilleure façon de découvrir Steins Gate, c'est quand même de jouer au jeu. Donc pour ça, j'ai pas envie de recommander la série. Pour moi, la série, du coup, si t'as joué au jeu, elle sert carrément à rien, parce qu'en fait, j'ai regardé, mais bah oui, c'était sympa parce que ça faisait un petit moment que j'y avais pas joué, et du coup, ça m'a permis de revoir un petit peu l'histoire. Mais et ça, c'est toujours très cool parce que l'histoire est très cool, les dialogues sont sympas, les personnages sont super attachants, beaucoup moins que dans le jeu. Encore une fois, parce que aussi. Donc quand tu lis une histoire et que tu imagines t'as juste la description de ce qui se passe à l'écran avec 2-3 images statiques, bah tu te fais ton propre, tu te l'appropries ton personnage, alors que dans un animé, bah c'est comme dans un film, on te dit bah voilà, il ressemble à ça. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est vrai que au-delà de ça, moi effectivement, j'ai toujours refusé de voir l'animé, justement grâce plutôt à ton amour pour le jeu lui-même, parce que du coup je me suis dit, si je dois faire Steins Gate un jour, ce sera pas en animé, il faut que je le fasse en jeu, quoi. Enfin, alors que je suis plus dans ce genre de cas, aller voir les animés d'abord, quoi. Mais là, du coup, et pour ce jeu-là, c'est clair que jamais je ne regarderai l'animé avant de faire le jeu. Ouais. Alors, par contre, l'animé a un avantage assez sympa, c'est que toutes les scènes qui ont été réalisées pour l'animé ont été réutilisées dans la version Steins Gate Elite, qui du coup intègre les scènes de l'animé, en fait. Ok. Donc voilà, ça c'est assez cool. À côté de ça, alors il y a un truc que j'ai pas vu qui pour le coup peut être sympa parce que qui est Danganronpa The Animation.
Ça peut être très cool parce que contrairement à Steins Gate où c'est beaucoup on parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont assez statiques. Danganronpa, c'est quelque chose qui est un peu plus dynamique et qui est un peu plus flashy, et je pense qu'en animé ça doit très bien passer, et voilà, je l'ai pas vu après, donc je peux pas vous recommander à 100%, mais les notes, enfin les avis que j'ai pu en lire étaient plutôt positifs. Et je pense que la série peut avoir son intérêt, même si encore une fois, j'ai pas envie que ça décourage des gens de jouer à cette excellente série qui est la série des Danganronpa. Voilà. Alors, à vous écouter, j'ai l'impression en fait qu'on arrive un peu à la même conclusion qu'on a eu, c'est-à-dire pour les animes, enfin les jeux adaptés en anime, excusez-moi, plutôt dans la première partie les animes adaptés en jeu. J'ai l'impression que pour les jeux adaptés en anime, on arrive un peu à la même conclusion, c'est-à-dire que ça apporte pas grand-chose en fait à l'univers et à l'histoire. On va pas beaucoup plus loin à part quelques cas. Ouais. Par exemple, il y avait le film FF7 Advent Children. Je sais pas si vous l'aviez. Bon, vous avez dû le voir, c'est obligé. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Enfin oui, vous l'avez évoqué, ça rentre dans les détails quoi. Mais oui, effectivement. Lui, ça a apporté une petite conclusion à l'histoire avec Sephiroth, mais voilà, par quelques cas à part comme ça, j'ai l'impression que d'une manière générale, à part d'être fait dans un but mercantile, ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau de l'histoire et du lore, quoi. C'est même pire en fait, parce que encore dans un jeu, même si jamais c'est la même histoire et que tu la revis, t'as quand même le kiff de pouvoir interpréter ton personnage en fait. Et tu vois, ce que je disais dans Attack on Titan, tu tues des titans. Et c'est cool. L'intérêt, c'est que tu vis l'histoire. Voilà. Pas spectateur. Alors que quand tu regardes un truc qui te raconte quelque chose que tu connais déjà, et qui te l'a déjà mieux raconté ailleurs, en fait, effectivement, ça limite un peu l'intérêt. Après, c'est sûr que jouer à un visual novel, c'est pas quelque chose que tout le monde va faire, en fait. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire, en fait, non, c'est pas mon kiff. Et pour cela, c'est peut-être intéressant aussi que les séries existent, quoi. Oui. Effectivement, ouais. Ok, bon, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez sympa. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on peut passer au ramène le jeu, alors.